Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette autre production. Écoutez, nous allons prendre le chemin de l'Europe pour parler également de notre visa étudiant avec une jeune africaine qui va nous dérouler l'expérience justement qu'elle a eue derrière ce visa-là. Nous allons en Europe, nous allons en Italie, nous sommes à Rome. Nous sommes à Rome en Italie. Bonne arrivée Yolande, Christelle. Merci, merci. Ça va? Je te salue. Oui, Carlos, je te salue. Ça fait Ah, longtemps. ouais, tranquille. Alors, Yolande, avec toi, dans cette production d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre, n'est-ce pas, le procédé, n'est-ce pas, du visa étudiant, comment ça se passe. Je rappelle que notre objectif ici, c'est d'amener les jeunes Africains, n'est-ce pas, à opter pour la voie normale pour atteindre l'Occident ou l'Hexagone de manière générale. Donc, en prenant la voie normale, en évitant la mer, le désert, pour diminuer naturellement les risques qui sont énormes, qui vont même parfois jusqu'au décès. Voilà, et d'amener les jeunes qui pensent parfois que c'est compliqué, c'est extraordinaire, et puis, n'est-ce pas, d'obtenir un visa normal. Alors, Yolande, on parlera de quel visa aujourd'hui avec toi, Yolande Christelle? Je rappelle que c'est docteur Yolande Christelle. Si, Mhm. On parlera de quel visa avec toi? je te suis très bien, Oui, Carlos. on parlera de quel visa avec toi, Yolande? On parle de quel type de On visa? parlera d'un visa étudiant aujourd'hui, comment j'ai obtenu un visa étudiant pour débuter des études en Italie. Mhm. Alors, c'est quoi déjà les motivations? Qu'est-ce qui te motive déjà de faire le choix de l'Italie, le choix de l'Europe pour les études? Disons que la motivation, je la est professionnelle en quelque sorte, parce que avant de faire cette demande, je faisais de la recherche, j'étais en cycle doctoral. Mhm. Et pour besoin de recherche, j'avais besoin de trouver un laboratoire où je pouvais faire des essais sur certaines qualités et pour être aussi mieux accompagnée, etc. Donc, c'est à ce moment que je commence à chercher en ligne des laboratoires et des universités où je peux continuer la recherche, pour faire quelque chose, pour puisse conclure mes travaux au Cameroun ou alors m'ouvrir parce que bon, j'aime la recherche. Voilà. Mhm. Et c'est dans quel C'était ça domaine? la première motivation. Dans quel domaine? Si Dans quel domaine? dans le domaine de formation, j'ai fait électrotechnique. Donc, de D'accord. formation, j'ai un master en génie électrique, énergie renouvelable. Donc, à la base, je suis électrotechnicienne. Alors, allons-y donc. Il s'agit donc du visa étudiant, je crois, c'est ça? Non, non, c'est le visa A, c'est ça? Yolande, c'est le visa. Quel est le type de visa qu'on a? C'est le visa A, n'est-ce pas? Allô, tu me suis? Oui, c'est le visa A, c'est ça? Oui, je disais donc, vu cela, comment était la procédure? La mienne, la première, c'était de chercher des laboratoires qui font, je ne peux pas dire dans ce que je fais comme si je fais trop, mais c'était de voir où peut-être mon profil pourrait être accepté. Donc, Mhm. regarder en ligne, etc. Donc, je dois dire que je n'ai pas seulement postulé, entre guillemets, pour l'Italie, mais aussi pour la France, la Belgique. Donc, regarder un peu ces pays et ces laboratoires, ces universités, ce qu'ils proposaient. Et maintenant, il faut trouver une université, un axe de recherche où mes compétences pouvaient cadrer avec ce qu'ils voulaient comme profil. Alors, l'autre étape, c'est de postuler. C'est D'accord. postuler, demander, faire la demande selon ce que passe sur le site et suivre la procédure en ligne Alors, jusqu'à être retenu parmi des multiples candidats. allons-y donc dans la procédure de manière détaillée. Ça commence comment? Quels sont les documents à fournir? Est-ce qu'il faut commencer par trouver d'abord l'université? Ça se passe comment la procédure, Yolande? Oui, maintenant, en général, vu qu'on postule pour des études, on demande tout. C'est-à-dire, on demande de l'acte de naissance ou alors le passeport. Bon, en général, on ne prend pas le détail de l'acte de naissance, mais en général, vu que vous êtes étranger, on parlera de pièce d'identité. Donc, pour vous, votre passeport valide, en général, moins de 6 mois de la date de péremption. Votre passeport, tous vos diplômes à Moins de six partir du mois. bac jusqu'au niveau où vous êtes.
Et pour la recherche, déjà, surtout le master, on doit bien le voir, peut-être le relevé de notes qui montre bien les matières que vous avez effectuées. Et après, en général, on demande un projet. Donc, vous rédigez un projet. Donc, et montrer aussi, justifier que vous avez déjà fait des activités de recherche, dans des conférences, etc. Toutes ces choses-là, vous devez les joindre à votre demande. Donc, c'est cela. Alors, pour le cas de l'Italie, est-ce qu'il faut traduire en italien tous ces documents? Maintenant, la question est très pertinente parce qu'en effet, pour la plupart du temps, pour les niveaux bac et quelquefois aussi licence, il faut le faire. Mais par l'ambassade, il y a des moyens pour le faire que je ne peux pas détailler parce que pour dire je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu les étudiants le faire, donc je ne veux pas entrer dans ce domaine parce que je n'ai pas fait cette procédure-là. Mais pour le niveau déjà de doctorat de la recherche, l'avantage, c'est qu'en général, de nos jours, en Europe ou même en Asie, les demandes se font en anglais. Donc, les cursus de formation sont en anglais. Donc, cela a été mon avantage parce que, étant donné que la plupart des diplômes camerounais sont écrits en français et en anglais, c'est vrai qu'il y a des écoles qui les délivrent en français, mais la plupart des diplômes, c'est comme le bac, qui a toujours une partie écrite en français et en anglais, pour ceux qui sont dotés francophones. Donc, cela a été mon avantage. Mon diplôme principal, qui est celui des techniciens obtenus à Douala, a été écrit en français et en anglais. Donc, voulant postuler pour faire cette formation, ce cycle de recherche en anglais, je n'ai pas eu de problème de traduction. Très bien. Alors, lorsqu'on a donc on a tous les documents, c'est quoi la suite de la procédure? On va à l'ambassade prendre le visa et on voyage? L'avantage, c'est que les universités sont passées presque tout au numérique. Donc, en général, on ne vous demande pas d'envoyer un courrier. À l'époque, parce qu'il y a aussi des années présentes, j'avais aussi eu à faire des procédures, mais de nos jours, en général, on ne vous demande plus d'envoyer un courrier par DHL. Alors, vous le déposez, c'est-à-dire que vous devez faire le scan et tout, vous déposez en ligne et vous attendez. Vous attendez, en général, on vous donne les dates que dans 2 mois, dans 1 mois, il y aura les présélections. Et si vous êtes présélectionné, en général, vous passez un interview. Ça, c'est pour la recherche, pour comprendre ce que vous voulez faire, vos motivations, est-ce que vous êtes prêt à faire toutes ces années de recherche, etc. Et au moment de l'interview, on vous dira peut-être la sélection, c'est dans 1 ou 2 ans. Ou alors, si c'est pour débuter, tout le monde connaît la date de la rentrée. Ce qu'on poursuit peut-être pour un second, c'est qu'on commence le 1er novembre. Donc, vous savez qu'au plus tard, le 1er novembre, vous aurez vos résultats. On vous enverra un mail. Que vous ayez eu ou que vous n'ayez pas eu un genre, on vous enverra un mail ou dans le communiqué, on vous dira peut-être consulter tel site à partir de telle date pour voir si les résultats sont précis ou rentrer dans votre compte, parce que souvent, comme ça, vous avez un compte que vous avez créé sur cette université, où on vous dira peut-être rentrer dans votre compte pour voir votre résultat à partir de telle date. Et une fois le résultat obtenu, c'est quoi la suite? Il faut donner des cautions, il faut... Oui, une fois le résultat obtenu, maintenant, il faut commencer la procédure pour obtenir le visa. Ça veut dire que l'université vous attend. Maintenant, ça dépend vraiment de vous et de votre ambassade, du lieu où vous êtes. L'université... Donc, vous devez prendre cette lettre d'acceptation. Okay. Souvent, même quand vous demandez, même très rapidement, on vous fait une lettre bien édue, formelle, en dehors du communiqué signé en général par le rectorat qui dit voilà les candidats retenus. Si vous demandez, on vous fait une lettre pour dire oui, telle personne a été retenue pour faire tel nombre d'années dans telle université. Quand vous avez cette lettre de l'administration, maintenant vous vous rendez à l'ambassade et vous devez maintenant vous plier aux règles de l'ambassade qui, la plupart du temps, vous redemande tous ces mêmes diplômes, c'est-à-dire vos diplômes, et à notre niveau en général, ils ajoutent les actes de naissance. Et qui sont toutes ces pièces-là? Maintenant, il faut savoir qu'il y a l'autre question, à savoir comment vous financez les études ou bien comment vous subsistez. Donc, si vos études sont financées par vous, il y a ce fameux tiret qui dit toujours la preuve de moyens de compétence. Yeah. Donc, à ce niveau-là, ça dépend de chacun. Quelqu'un peut dire, ouais, voilà, j'ai 30 millions en banque, je peux faire 3 ans d'études. Quelqu'un peut dire, j'ai pas ou c'est pas. Donc, cette partie est assez personnelle, mais pour moi, j'avais une doute. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'ajouter le papier de la bourse pour dire, OK, je suis prise et voilà le papier de la bourse.
Donc, pour moi, la bourse pourrait se tirer, trouver vos moyens de subsistance. Voilà, on fera une autre émission avec toi pour parler, pour détailler les types de bourses et comment avoir ces bourses-là. Mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, une fois donc qu'on a tous ces documents, ça veut dire qu'il y a des possibilités que l'ambassade vous refuse un visa alors que l'école vous attend déjà. Il y a Des possibilités que l'ambassade vous refuse le visa alors que l'école vous attend déjà. Oui, maintenant, la vraie difficulté en général dans nos ambassades, c'est avoir le rendez-vous. C'est d'avoir le rendez-vous parce que quand vous vous présentez tout droit, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Pour avoir le rendez-vous, souvent, il y a la plateforme en ligne. Mais ça, c'est un détail. Et ça prend du temps. Donc, ce qu'on recommande souvent aux étudiants, c'est de demander à l'école en même temps d'envoyer tous ces documents à l'ambassade. Et en général, à ce moment, l'ambassade vous fait un mail pour vous dire, OK, voilà, on vous propose 3 dates, vous choisissez une et vous venez à vous. D'accord. Alors, une fois le visa obtenu... En général, les écoles qui ont déjà un cycle, oui, ça qu'ils attendent les étudiants étrangers, ils le font sans hésiter parce que c'est une évidence. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, j'ai mon cycle, c'est pas de master, donc je ne prends que pas d'étrangers, par exemple. Donc, il sait qu'il n'aura pas fait cette procédure. Mais si un cycle est ouvert à des personnes qui n'ont pas la nationalité du pays ou qui ne sont pas de l'Union européenne, par exemple, alors en général, ce cycle a trouvé une secrétaire ou une administration qui est prête au moins à envoyer ce genre de lettre à l'ambassade pour dire, voilà, on a un étudiant qui doit arriver. Et voilà, ces documents sont en bonne et due forme. Et en général, l'ambassade vous envoie un gentil mail pour vous proposer un rendez-vous. Vous allez à votre rendez-vous. D'accord. Alors, le visa donc en poche, c'est quoi la suite? Voilà, maintenant, là, voilà, vous montrez tout. Et je vais vous payer les frais de visa. Oui, tout à fait. La suite, vous êtes libre parce que là, vous êtes pour études et il y a la date de la rentrée. Donc, vous devez payer vous-même votre billet d'avion, par exemple. Si votre bourse couvre aussi le billet d'avion, alors sûrement l'office de bourse vous prend le billet d'avion pour le pays. On parlera de la bourse prochainement. L'origine pour l'arrivée. Si votre bourse ne couvre pas le billet d'avion pour arriver, vous devez débourser votre argent, aller sur un site web, prendre en ligne un vol, payer par carte, ou alors aller dans une agence de voyage, payer votre billet d'avion et arriver. Tout à fait. Bien sûr, toutes les questions, où est-ce que je dors, où est-ce que je loge, je mange. C'est pour ça que j'ai dit que les questions de subsistance sont importantes parce que si vous avez la bourse peut-être complète, avec le logement, avec tout, alors vous devez juste payer votre billet d'avion, préciser le jour, l'heure où vous arrivez. S'ils sont d'accord, dès que vous arrivez, quelqu'un vous attend à l'aéroport et on vous amène dans un logement étudiant. Et le lundi, vous allez à l'université pour faire les paperasses, prendre votre carte et voilà, commencer à assister au cours, si je peux dire ainsi. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont la bourse. Vous avez ces facilités. Maintenant, si vous êtes à vos propres moyens de subsistance, en général, l'ambassade vous demande déjà tout, là où vous allez loger. Est-ce que vous avez déjà payé le logement, peut-être pour 6 mois, 3 mois, l'assurance médicale. En fait, vous devez montrer exactement que vous avez déjà tout, à la limite, payé ou réservé. Toute cette partie, c'est-à-dire quand vous voyagez, le billet d'avion, où vous vivez, etc., avant de partir. Mais comme je dis, si vous avez une bourse, par exemple, qui couvre tout ça, eux, ils s'en chargent, et vous arrivez, vous êtes logé, vous commencez à étudier. En général, la bourse déclenche quand vous êtes présent après le mois qui suit. Ou quelques mois après, vous aurez peut-être déjà un versement, ça dépend du type de bourse. Si vous avez un bourse qui vous donne aussi un versement ou non, ou si ça vous donne un seul logement, etc. Ça dépend de ce que couvre la bourse. Voilà, on trouvera le temps le mois prochain pour faire une production uniquement sur la bourse, pour essayer d'amener les gens à souscrire pour des bourses en ligne. Certainement, il y en a en ligne. On trouvera le temps le mois prochain. Mais est-ce que cette procédure, elle est également valable pour ceux qui vont avec simplement le baccalauréat pour aller continuer les études? Pour ceux qui vont avec simplement le baccalauréat, pour dire vrai, Carlos, la procédure est un peu plus longue. Parce que je ne veux pas m'azaler parce que ce n'est pas fait et parce que les procédures changent chaque jour. Pour dernières nouvelles, je sais qu'eux doivent faire des cours de langue au Cameroun, ils doivent passer cette langue-là. Et s'ils veulent
voyager cette année, ils doivent le passer de façon formelle au point où l'ambassade est directement au courant de ceux qui ont passé ces cours-là. Quand il est passé reçu, c'est-à-dire faire le cours reçu l'examen avec un certain pourcentage. L'ambassade est directement au courant pour ceux qui veulent faire les cours dedans pour voyager. En même temps, ils doivent avoir aussi obtenu l'inscription de l'école, c'est-à-dire l'école qui dit oui, je l'accepte, j'accepte, il peut s'inscrire. Donc, je sais que c'est au moins les deux grandes conditions. Il y a maintenant tout l'aspect qui vient, qui est. C'est pas évident d'avoir une bourse niveau bac, pour dire vrai, mais après, quelqu'un peut l'avoir ou pas, mais si on est là par là, il y a tout l'aspect qui vient des moyens de subsistance en général qui demande au moins un an pour au moins qu'on peut subvenir à ses besoins pendant un an. Alors, puisque nous avons annoncé cette émission sur les réseaux sociaux, on a eu quelques questions dont je suis en train de répertorier simplement les questions des internautes. Alors, est-ce que les diplômes professionnels, c'est une question qui est beaucoup revenue, sont pris en compte? Déjà, on va revenir sur la langue. Quand vous dites qu'il faut d'abord apprendre la langue, il s'agit de quelle langue? L'anglais, l'italien? Comme je vous l'avais dit, le niveau bac, c'était l'italien. En général, le niveau D'accord. bac, c'est l'italien. À D'accord. part si vous trouvez un cycle, je le dis bien, ça dépend du cycle où vous inscrivez. C'est-à-dire, vous pouvez trouver même en Italie un cycle entièrement en anglais. De plus en plus, les universités le font. Et à ce cycle, on vous demande votre niveau d'anglais. En général, c'est le TOEFL, c'est un niveau B2 au moins. Alors, vous devez avoir le diplôme. Et ce diplôme de langue, avant même de postuler à l'école. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas entrer sans que l'école n'ait vérifié. Ou alors, souvent, certaines écoles souples vous diront, pour ceux qui sont de culture d'expression anglophone, il n'y a pas besoin. Ça veut dire que vous devez prouver tous vos documents, tous vos diplômes depuis l'école primaire sont en anglais. Donc, ceux qui sont par l'expression anglaise au Cameroun ont cette facilité qu'ils ont tous leurs diplômes déjà en anglais. Donc, ils peuvent postuler directement dans les universités à condition de cibler des cycles ou des cursus faits en anglais. Alors, sinon, allons-y. Il faut prouver, et même ça, souvent, on demande en plus une preuve. Donc, même si on a un diplôme, peut-être qu'il faut la preuve du niveau de langue. Et il y a l'interview aussi qui va se faire en anglais, naturellement. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on peut le faire avec des diplômes professionnels? Oui. C'est-à-dire, Yolande, c'est-à-dire... En Europe aussi, il y a aussi des universités professionnelles, il y a aussi des instituts professionnels, il y a aussi des instituts privés professionnels. Donc, c'est aussi possible. C'est vrai que ces instituts sont aussi nombreux. Ils n'ont pas, en général, des sites Internet très ouverts ou des procédures très ouvertes aux étudiants internationaux, il faut aussi le dire. Et ça coûte aussi cher. Donc, c'est aussi une réalité, mais ça existe. Si on a un diplôme professionnel, un BTS ou un professionnel, est-ce qu'on peut chercher? Oui, à condition de chercher un cursus, bien sûr, qui accepte un diplôme professionnel comme diplôme d'entrée. Alors, avec l'expérience aujourd'hui, Yolande, Christelle, que tu as, est-ce qu'il y a certaines filières qui sont un peu plus avantageuses selon ton expérience? Certaines filières qui sont plus acceptées, qui sont plus acceptées, facilement acceptées dans les grandes écoles en Europe. C'est un peu compliqué. Maintenant, je vais faire l'exemple simple. Aux filières plus ouvertes, comme j'ai dit, ce sont ces nouvelles filières-là qui acceptent les étudiants internationaux et qui, en général, sont en anglais. C'est-à-dire, en Italie, vous verrez maintenant, beaucoup d'universités sont en train d'ouvrir, vu que c'est un peu aussi la course à l'internationalisation, ces filières-là. C'est-à-dire, vous verrez Master, Ingénieur en Italie, tout est en italien, mais ils font expressément une filière. Alors, ces filières-là, vous avez beaucoup plus de chance parce que, en général, on inscrit les étrangers, c'est-à-dire les nationaux, et c'est vous compétissez entre vous, les étrangers, si je peux dire comme ça. Les autres filières, vous compétissez entre les nationaux, vous, les étrangers, etc. Donc, ces filières-là sont à la mode et de plus en plus, les facultés le font. Pas seulement en ingénierie, même en économie, vous verrez des universités qui mettent cela expressément parce qu'ils savent que ça redonne le blason de leur université, avoir une filière en anglais. Et vraiment, c'est conçu à la base un peu plus pour les étrangers. Ce sont des nouvelles filières pour la plupart du temps. Donc, quand vous allez sur le site de l'université, cherchez ces filières-là, ces cursus-là qui sont en anglais et un peu nouveaux. Vous avez plus de chances, entre guillemets. Alors, selon toi, qu'est-ce qui a véritablement joué
à ton avantage? Parce qu'on a l'impression que ça n'a pas été compliqué du tout. La première tentative, tu as eu le visa. Oui, pour dire vrai, jouer à l'avantage, c'est surtout la formation à l'école. Parce que, comme je l'ai dit, le, le souci, c'est que chaque pays a sa politique d'immigration et la politique d'immigration est liée au domaine du travail, scientifique, etc. Donc, il y a des pays qui mettent l'accent sur la recherche. Donc, et quand ils voient peut-être que c'est parmi leurs lignes de politique à faire, alors ils acceptent. C'est-à-dire l'avantage est un peu plus grand parce qu'ils savent, OK, si c'était une université dit qu'elle a besoin, elle en a besoin. Et parce que ça fait développer le pays. Donc, je peux dire que la recherche a un peu cet avantage. Le plus difficile de la recherche, c'est justement trouver cette université qui va accepter que votre profil est à son niveau, parce qu'eux aussi ils ont peur, parce qu'ils savent que vos antécédents sont dans votre pays africain, qui toujours n'est pas à un bon niveau comme le leur. Donc, une fois que vous avez trouvé cette université qui, selon ce qu'elle dit, ou selon l'interview, vous fait confiance, ou alors vous avez appuyé les travaux et tout, en général, dans la recherche, c'est un peu plus aisé, parce que la plupart des pays européens font des efforts pour la recherche. La plupart des laboratoires, peut-être comme en France, ne veulent pas faire de l'extrapolation, mais vous trouverez beaucoup d'étrangers dans ces laboratoires. Oui, alors, là, tous considèrent, même si ce ne sont pas tous africains, qu'ils soient asiatiques ou du Moyen-Orient. Alors, je rappelle que là, nous parlons d'une procédure de 2018, c'est ça? Et il s'agit bien du visa type A, le type A du visa? Non, type B études. Type B. Ok, visa type B. Alors, Yolande, et là, on est en train de sortir déjà de l'interview. Je rappelle que vers la fin, on va placer un mot sur, n'est-ce pas, le programme et les projets de la communauté de Saint-Egidio. Tu nous présenteras la communauté, on nous parlera un peu de la communauté en quelques minutes pour finir. Mais, qu'est-ce qu'il en est de l'intégration des Africains? Est-ce que l'intégration est aussi facile? Ou alors, est-ce que les universités, n'est-ce pas, en Occident, ont des faveurs, n'est-ce pas, particulières pour l'étudiant qui vient d'Afrique noire, par exemple? Maintenant, Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? je veux aller rapidement pour dire ce qui est écrit et à ce qui est fait. D'accord? C'est-à-dire, si les universités ouvrent leur cursus aux étudiants internationaux, je veux dire, en général, les universités sont bien structurées. Si elles ouvrent un cursus, c'est-à-dire, quand on dit vous pouvez candidater, il y a toujours les gens, le telle nationalité, c'est toujours très bien précisé. Donc, quand elles ouvrent déjà que c'est possible, telle filière est possible aussi aux gens qui ne sont pas de la nationalité, alors ça veut dire qu'ils ont un office pour les étudiants internationaux. Et en général, cet office se veut promouvoir des cours, etc. Bon, par exemple, j'ai eu des cours gratuits d'italien de l'université parce qu'il y avait cet office-là qui donnait accès à fois des cours à tous les étudiants étrangers ou d'Erasmus qui sont là pour un mois ou bien pour un an à faire des cours d'italien gratuits pourvu qu'ils soient inscrits dans l'université, qu'ils soient là pour une activité de façon officielle. Donc, beaucoup d'offices animent des conférences, des activités culturelles, des échanges, etc. Ça, maintenant, c'est ce qui est prévu. Maintenant, l'implémentation, c'est qu'il y a un office qui fera 2 activités par an. Un autre bureau international qui en fera 10, qui dès l'arrivée va vous appeler, va vous prendre vos numéros, va vous envoyer des messages, va vous donner des t-shirts, etc. Va vous faire revenir, va vous faire vous rencontrer, va vous envoyer un groupe WhatsApp. Donc, ça, c'est plus à qui anime ce bureau office. Ouais. Et les moyens aussi que Mestem a à son niveau de faire cela. Mais en général, c'est fait. Maintenant, il y a l'autre côté qui est l'acceptation, qu'on est là, on est étranger, on est peut-être le seul à avoir une certaine couleur différente, on est peut-être le seul à avoir un certain accent, chaque fois peut-être qu'on prend la parole, le professeur dit répéter, ou alors il se fatigue, ça, c'est une réalité, l'intégration n'est pas facile. Alors, dernière question, est-ce que Yolande Christelle, tu confirmes que avec toute cette procédure, une fois étudiants, les étudiants ont obligation de résultat, sinon ils sont rapatriés?
Je ne pourrais pas dire cela parce que ça dépend. C'est vrai que dans l'espace Schengen, les lois se ressemblent, mais ça dépend un peu de chaque pays. Donc, en général, c'est pas cela. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Si vous ne passez pas en classe supérieure, c'est vrai que chaque année, vous devez renouveler vos permis de séjour tout au long de votre cycle. Si vous ne passez pas en classe supérieure, il y a des moyens, c'est-à-dire, comment on dit, je redouble. C'est-à-dire, votre école peut dire oui, cet étudiant, peut-être il n'a pas passé, mais on pense que il peut faire mieux, il y a le rattrapage, il y a. Bon, si vous avez cet appui de l'école qui dit oui, bon, il n'a pas passé, mais bon, on lui donne la chance, ça va, vous pouvez renouveler. Mais c'est vrai que théoriquement, quand vous ne passez pas en classe supérieure, vous n'avez pas droit au renouvellement de votre permis de séjour. Ça ne veut pas dire que vous êtes rapatrié. À ce moment, vous ne pouvez plus avoir un permis de séjour étudiant. Ça veut dire qu'à ce moment, vous devez chercher autre chose. Si vous voulez être travailleur, si vous voulez être habitant, si vous voulez donc. Et selon ce que vous choisissez d'être, vu que vous ne pouvez plus être étudiant, vous devez aussi remplir ces conditions. C'est-à-dire, si vous choisissez de travailler, il faut remplir les conditions. Un ancien étudiant qui veut travailler, qu'est-ce qu'il doit faire? Et dans les limites du temps imparti aussi. Donc, c'est ça la réalité. Alors, je rappelle aux internautes que nous avons là la procédure complète, n'est-ce pas, pour être étudiant en Italie et un peu dans l'Union européenne, mais en Italie particulièrement parce que c'est son cas. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci de vous abonner, de nous suivre, n'est-ce pas? Si je peux Alors, dire un dernier tout à fait, mot, tout à fait, parce qu'on parlera de la communauté aussi. En Italie, la communauté estudiantine camerounaise est la plus nombreuse de tous les étrangers. C'est pour vous dire combien beaucoup de gens y sont, viennent et se sentent à l'aise. C'est pas pour faire la publicité, mais c'est une réalité. Je parle de statistiques. Et ils sont ouverts à aider. S'ils sont nombreux, c'est parce que après avoir franchi ces 1 an, en général, l'État propose d'une façon égalitaire à beaucoup d'étudiants des petites bourses ou des petites aides pour avoir un logement, pour payer par moitié, qui sont comme des petits concours que vous faites juste avec vos dossiers. Et si vous êtes un étudiant tranquille, vous pouvez être sélectionné au même titre que national. Donc, c'est l'avantage de l'Italie. Yolande, merci. Je rappelle que tu interviens depuis Rome, en Italie, et que Rome, c'est le siège de l'Église catholique. Voilà, et tu es responsable, ou alors l'une des responsables de la communauté Saint-Egidio. Tu nous présentes rapidement cette communauté et on va sortir par là. Merci Carlos pour parler de la communauté Saint-Egidio. La communauté Saint-Egidio, c'est une communauté internationale présente dans plus de 73 pays dans le monde qui œuvre pour la prière, la paix et les pauvres. Donc, nous voulons partir d'un élan d'humanisme pour aider toutes les couches défavorisées, que ce soit les âgés, les enfants, les prisonniers, les malades. La communauté, où qu'elle soit, réunit des personnes, peu importe aussi leur religion, pour faire des groupes, se regrouper pour aider toutes ces personnes en difficulté et prie aussi et œuvre pour la paix et l'amélioration des conflits dans le monde. Et on ne sait jamais qui écoute. Dans beaucoup de villes dans le monde, il y a la communauté. Comme j'ai dit, 72 pays, c'est pas petit. C'est dans beaucoup de villes, dans certains pays, surtout en Afrique. Donc, c'est possible sûrement de trouver la communauté autour de vous, surtout si vous êtes en Afrique ou même au Cameroun. Bien entendu, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussa-Manga, on irait jusqu'à Pousseri. Il y a la communauté à Tchan, et Bolova. Beaucoup de villes au Cameroun, par exemple. Docteur Yolande Christelle, merci de nous avoir apporté toutes ces informations. On va se séparer, on va te dire merci. Et aux internautes, je vous dis merci de nous avoir suivis. On ne peut pas poser toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire et elle sera là pour répondre. Je suis ouverte. Si tu me les transmets, je peux te répondre et te les renvoyer et tu redonnes à tes auditeurs. Encore que tu as accès à la publication, donc tu pourras répondre aussi en commentaire si jamais des uns des autres les posent en commentaire. Merci pour le travail. Merci à toutes et à tous et pour tout. On va se retrouver très prochainement pour d'autres productions. On parlera de d'autres visas de d'autres pays. Voilà, vous faciliter, n'est-ce pas, d'y aller. Merci de vous abonner massivement, de partager ces vidéos qui peuvent aider, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et la chaîne, c'est Mana
TV officiel sur YouTube, Mana M-A-N-A TV officiel, avec officiel au féminin. Voilà, et puis sur Facebook aussi, nous y sommes avec Mana officiel tout simplement. Donc merci à toutes et à tous, et pour tout. D'ici à la prochaine vidéo, j'ai envie de vous souhaiter une très belle santé. Au revoir. Ciao.